Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et bienvenue dans cette vidéo, chers frères et sœurs de la communauté africaine. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour qu'on partage les victoires qu'on engrange tous les jours. Donc nous disons bravo à tous les Africains qui se réveillent, qui s'éveillent et qui contribuent à l'épanouissement mental, physique de tous les Africains. Donc bravo. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Comme je dis d'habitude, nous allons parler d'un sujet captivant qui brûle les lèvres. Mais nous allons le faire toujours en restant dans notre domaine. Donc, pour comprendre les titres de cette vidéo, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et surtout pour voir les précédentes vidéos. Et de là, nous entrons dans les titres. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la victoire volée de notre frère Francis Ngannou. Oui, Francis Ngannou a bien été le champion de cette rencontre qui a eu lieu hier. Ben, nous allons faire une analyse géostratégique. Oui, ça nous donne l'opportunité de faire une analyse géostratégique. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette victoire de l'analyse géostratégique? Il faut suivre cette vidéo jusqu'au bout. Parce que là, je vais donner également à la fin mon point de vue personnel. Parce qu'après le combat, il y a eu tellement d'émotions. Moi aussi, il y a eu la montée d'adrénaline pendant que je visionnais le match. Je visionnais le combat. Et la victoire m'a laissé un goût un peu amer. Donc, passé ce moment d'émotion, j'ai pris le temps d'avaler, de faire une lecture. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Une lecture et un recoupage croisé des informations. Ce qu'on ne vous a pas dit et ce qui en sort de mes réflexions. Donc, j'essaie jusqu'au bout. Donc, si vous avez bien compris cela et que vous voulez en savoir davantage, n'oubliez pas de nous mettre des pouces. Mettez-nous des pouces. C'est ce que nous avons besoin de faire. C'est votre seule contribution à la vidéo d'abord. Et préparez-nous des commentaires ou des questions par rapport à une analyse géostratégique de la victoire volée de Francis Ngannou dans cette vidéo. Sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Hier, le 28 octobre 2023, il s'est tenu un combat qui était annoncé depuis des mois en Arabie Saoudite. Et nous disons bravo. Et ce combat opposait effectivement Francis Ngannou, notre frère du village, comme on aime dire chez nous au Cameroun, notre frère du village. Et ensuite, il est notre frère du continent et qu'il opposait à un Anglais dans une discipline qui est essentiellement anglaise, la boxe anglaise. Oui, Tyson Fury, qu'il opposait à cette discipline. Mais nous allons donc passer en revue pour voir notre acteur principal, celui que nous allons présenter, puisque celui qui a été le plus malmené, celui qui a été dépossédé de sa victoire. Et nous allons voir le contexte géostratégique de cette victoire. Donc c'est ça qui est le plus important. Qui est Francis Ngannou? C'est ça, pour faire le parcours. Nous restons toujours bien dans l'analyse géostratégique, je le dis bien. Et il faut d'abord connaître les acteurs en présence et surtout notre acteur que nous voulons défendre. Francis Ngannou vient du département des Hauts-Plateaux à l'ouest du Cameroun, dont moi aussi je suis originaire. Je suis du village voisin. Et il a fait dans son village d'origine qui s'appelle Batié. C'est un village qui paraît un peu bizarre. Bizarre parce que quand moi j'étais à l'ouest et que j'ai traversé ce village, j'avais toutes des sensations fortes lorsque j'ai traversé ce village de Batié. Parce que ce village était reconnu pour n'avoir pour seule ressource que le sable. Et le sable n'était pas une ressource qu'on pouvait vanter contrairement aux autres villages. Parce que le village, sur le plan géographique, est très accidenté. Il y a beaucoup de montagnes et de collines. Déjà, c'est ce qu'il faut constater. Et la route passe sur un filet. Et on appelle même la route passe là-bas. On appelle cet endroit le col Batié. Donc, il y a un col là-bas. On a percé la montagne et on a passé la route sur une ligne de crête. On va sillonner sur une ligne de crête. Donc là, de tous les côtés, ce sont des ravins. Et là, le paysage, ça c'était pour le relief. Maintenant, le paysage, ça laisse un paysage désertique. On peut dire semi-désertique dans la mesure où c'est vraiment une savane herbeuse. C'est vraiment une savane. Et ce que j'ai déjà même compris, étant jeune là-bas, c'est que l'ouest a un climat assez propice. La température est souvent bien douce, 20 à 22 degrés. Et il y a des arbres un peu partout, la verdure un peu partout, un peu en hauteur. Mais il n'y a pas assez d'arbres dans ce village. C'est un village assez accidenté, mais il n'y a pas d'arbres, contrairement à beaucoup d'endroits dans les zones tropicales où la forêt se situe en sommet. Mais nous sommes dans les sommets, mais il n'y a pas d'arbres. Et je me suis posé la question, les villages dont on parle, qu'on a souvent rasés à l'ouest, est-ce que ça ne fait pas partie de ces villages-là, de cette zone-là? C'est-à-dire des zones raclées au napalm. Parce que quand vous voyez la terre rouge, le sable rouge qui vient de cette région,
il ne s'explique pas puisque tout autour, malgré les montagnes, il n'y a pas vraiment un cratère proche qui peut le prouver. D'ailleurs, les cratères dans la région de l'ouest du Cameroun ou dans la région précisément de la Missy, ce département-là, ont plutôt un sable pouzzolane qui tend plus, ce sont plus la plante des régions noires. Et là, on a un pouzzolane qui tend plus, on a plus un sable qui tend plus vers le rouge, mais on n'a pas de pouzzolane en tant que tel. Donc, voilà un peu pour la description. Donc, c'est une zone qui n'est pas très favorisée et qui se situe en hauteur. On a un nom pour ceux qui sont un peu dans les zones un peu plus basses, pour les dire, parce que là, on se situe vers les 1600 mètres d'altitude, tout autour de cette zone. Et les zones les plus basses, on les appelle souvent les gens qui... Et ce village a beaucoup immigré dans les autres villages pour pouvoir chercher des pitance. Et ils ont développé donc des stratégies pour pouvoir récolter la ressource naturelle qui est la leur, puisque c'est laissé à disposition. Les gens ne sont pas peut-être très avancés pour acheter aussi beaucoup de sable, mais ça met également en péril l'écosystème naturel, parce qu'en creusant des sables, les montagnes peuvent s'ébouler, il y a souvent des petits glissements de terrain. Donc, vous avez vu Francis Ngannou donc en train de creuser le sable comme la principale ressource de cette région. Ça, c'est très important qu'on commence par là pour présenter la région. Donc, généralement, dans l'histoire de l'humanité, les gens qui ont grandi dans des conditions aussi difficiles que celle-là, parce qu'il n'a pas été très favorisé au niveau de sa famille, son père ayant laissé sa mère et sa mère qui s'est occupée de lui, il a eu le courage de traverser les épreuves très difficiles, allant en Europe à pied, on peut le dire, entre guillemets, les gens qui le comprennent le savent. Allant en Europe à pied, et là, faisant la prison, faisant des petits boulots, il a pu s'imposer à travers les salles de sport jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant qu'il était au MMA et il était champion, il a trouvé que ça ne pouvait pas être de son calibre, qui pouvait faire mieux. Ils n'ont pas pu s'entendre sur le cachet qu'il devait avoir, puisque son salaire évolue de façon arithmétique, alors que chez les autres, les salaires évoluent de façon géométrique. Nous allons revenir sur son salaire, et si peut-être j'oublie, mettez-le dans le commentaire, on va revenir là-dessus. Donc, il a pensé qu'il pouvait aller ailleurs, et pourquoi pas faire la même chose en Afrique, en créant une fondation qui peut promouvoir les jeunes à pouvoir également connaître un parcours pareil. Mais je rappelle que ce genre de champion ne vient que des zones difficiles, des gens qui ont eu faim. Et Yannick Noah le disait quand il était l'entraîneur de l'équipe de tennis de France, parce que chaque fois, les joueurs de l'équipe de France, les Français de souche, n'arrivaient jamais en finale. Ils étaient toujours blessés, ils connaissaient des défaites un peu à contre-temps. Et Yannick Noah a conclu, ce sont des enfants qui n'ont jamais eu faim. Oui, entre guillemets, ce sont des enfants qui n'ont jamais eu faim. Qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, ils ont leur vie assurée. Ils vont vivre paisiblement. Donc, comprenez la situation des hommes africains ou des enfants africains pour aller dans le cas de Ngannou. Donc, il a essayé de braver tout cela et il arrive maintenant au sommet. Il pense que c'est frayer un chemin. Et puis, nous sommes dans un contexte, ça c'est pour son cas de l'acteur, mais qui organise ce combat? Où nous entrons maintenant dans la géographie de l'organisateur de ce combat. Ce pays s'appelle l'Arabie Saoudite. C'est un pays et c'est le plus grand pays de la péninsule arabique, parce que tout autour, il y a des tout petits États comme l'Oman, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et tout ça. Ce sont des tout petits États et c'est l'Arabie Saoudite qui se met en maître. Mais malheureusement, depuis une vingtaine d'années, on voit des pays comme le Koweït, comme le Qatar, ou Abu Dhabi, qui commence à prendre de l'envergure sur le plan international et qui laisse l'Arabie Saoudite derrière. L'Arabie Saoudite a donc compris que pour pouvoir s'affirmer comme un grand dans la zone, il faut qu'il aille en campagne internationale. C'est pour cela que vous allez voir depuis quelques années, ils font, comme ils n'ont pas les moyens, comme ils n'ont pas eu ce courage, ils n'ont pas des hommes assez retirés pour le faire, ils ont pensé qu'ils pouvaient acheter des stars comme Ronaldo, qu'ils ont fait venir dans leur club. Mais en faisant venir Ronaldo, ça restait encore limité. Le Portugal n'a pas l'ambiance populaire aussi poussée. C'est un petit pays en Europe, n'a pas l'ambiance populaire aussi poussée qu'on pourrait avoir qu'en faisant venir quelqu'un comme Sadio Mané. Pour les Africains, on connaît bien que le sport majeur des Africains, c'est le football, c'est le soccer. Donc, ils ont fait venir Sadio Mané, ils ont fait venir d'autres grandes personnes qui devaient jouer dans les clubs. Ça, c'est déjà un coup qu'on pourrait appeler un coup de marketing. Oui, on pourrait appeler un coup de marketing, mais nous allons voir cela sous l'angle de géostratégie. Donc, la stratégie de l'Arabie Saoudite est depuis peu de sortir de son isolement international et de se positionner dans la cour des grands, comme l'a fait le Qatar,
comme le fait le Qatar, le Koweït ou les autres pays de la péninsule arabique ou les autres pays musulmans ou les autres pays arabes. Donc, en commençant déjà par se faire voir sur la scène internationale, elle voit comme il faut déjà commencer par organiser des grands coups. Donc, faire venir les stars, c'est déjà une bonne chose. Ils pensent déjà qu'ils pouvaient déjà organiser la Coupe du Monde aussi. Parce que quand ils voient des petits pays comme le Qatar organiser la Coupe du Monde, ils s'estiment que c'est eux que revenait cette priorité-là. Organiser la Coupe arabe, c'est bien, mais il faudrait aller encore plus loin. Donc, ils veulent attirer l'attention du monde entier sur leur pays, faire un coup de marketing. Et ça participe de la géostratégie. Parce que dans les analyses géopolitiques et géostratégiques, aucun élément n'est au hasard. Il contribue à l'embellissement ou au polissage de l'image sur le plan international. Donc, c'est ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire. Et en organisant un grand coup comme celui sur le plan sportif dont nous analysons, donc nous faisons une analyse géostratégique, je continue à le dire, elle veut contribuer à son rayonnement sur le plan international. On a vu des pays, et beaucoup de pays africains peut-être manquent souvent cette approche géostratégique de leur sport. On a vu souvent dans des cérémonies sportives où on a monté un drapeau qui n'était pas le drapeau du pays en question parce qu'il a manqué une perspective. Il devait avoir normalement un représentant géopolitique qui devait présenter le pays adversaire qu'on a affronté. Ça ne devait pas être partie de la stratégie du match pour connaître comment les pays ou les hommes de ces pays-là fonctionnent. Ben, pour le cas de l'Arabie Saoudite, elle a donc organisé ce combat et ça a fait couler beaucoup d'encre. Voilà, ça contribue à l'image du pays. Mais quand on voit le combat, on se dit que les dés étaient déjà pipés. Oui, les dés étaient déjà pipés. Comment est-ce qu'on pouvait faire voir, comment est-ce qu'on pouvait faire connaître le pays davantage si on laissait une victoire normale? Non, on a créé une situation qu'il fallait pousser le pays, pousser les gens à parler du pays. Oh, il y a eu tricherie, oh, il y a eu cela. Oui, sur le plan géopolitique, géostratégique, ça ne nous surprend pas. On connaît qu'on ne pouvait pas, on a appelé un noir pour l'humilier. Et ce n'est qu'au noir qu'on peut faire cela parce que avec d'autres peuples, cela aurait créé vraiment un cas diplomatique, une situation diplomatique qui pouvait tenir sur le long terme. Mais avec les Africains, on sait comment les tenir. Donc, si vous voulez avoir un grand coup, il faut humilier les Africains en public. Et là, ok, ça va créer un grand coup. Les gens vont en parler. Oui, voilà, on a fait ceci, on a volé la victoire. Mais vous allez constater des signes. Francis Ngannou est resté très silencieux pendant qu'on proclamait qu'il n'était pas vaincu. Il n'a pas eu d'émotion. Donc, c'est les autres qui se plaignent. Oh, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. On a volé sa victoire, comme nous sommes en train de parler de voler sa victoire. Ben, lui, il est resté très tranquille. Peut-être parce qu'il connaissait déjà les enjeux qu'il y a derrière l'organisation de ces grands conflits. Son entraîneur, pour la circonstance de la bourse, était Mike Tyson. Je me souviens dans les années 90, Mike Tyson a organisé un combat de près de 30 secondes. Pendant que les gens s'habituaient pour aller dans le truc, il a fait un combat de 30 secondes. Dès que les spectateurs sont entrés, le combat était fini. Il avait déjà mis KO. On a estimé que non, c'était... Donc, les enjeux géopolitiques derrière le sport, les enjeux géostratégiques derrière le sport, c'est très important, ça compte. Donc, ce combat entre dans la même dynamique. Et l'Arabie Saoudite n'a pas seulement fait ce coup. Je vous ai dit tout récemment, l'Arabie Saoudite est en train de vouloir organiser un sommet Afrique-Arabie Saoudite. Oui, ça contribue à cette image-là. Ah, faire venir les Africains encore. Elle appelle les Africains dont l'argent fait venir. C'est pour son rayonnement sur le plan international. Ben, c'est pour cela que si on avait fait ça à un autre peuple et on devait organiser ce sommet, beaucoup de gens allaient boycotter ce sommet pour cette raison-là. Pour la raison qu'on a volé la victoire à un Africain. Ben, voilà, ben, ce n'était pas le cas. Ben, le sommet va se tenir, ben, nous disons, sur le plan maintenant géopolitique, il faudrait faire beaucoup attention. Il faudrait faire beaucoup attention parce que ce n'est pas tous les chefs d'État qui seront les bienvenus en Arabie Saoudite. Il faut surveiller qui est derrière l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a pas une géostratégie à elle-même. C'est encore les États-Unis qui vont pousser l'Arabie Saoudite. Vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment avec l'Arabie Saoudite sur le plan international. Donc, c'est les États-Unis qui sont derrière et nous prévenons, si vous n'êtes pas de bonne mèche avec l'Arabie Saoudite, avec les États-Unis, ne vous y aventurez pas sur ce terrain-là parce que vous n'aurez après que vos yeux pour pleurer. Donc, l'Arabie Saoudite va organiser ce sommet, c'est pour promettre quoi à l'Afrique? Rien.
Mais elle doit organiser ce sommet et mettre beaucoup de milliards, c'est juste pour son image sur le plan international. Donc, si vous avez compris cette vidéo, nous avons fait une analyse géostratégique pour dire que l'Arabie Saoudite est entrée dans une démarche géostratégique de pouvoir polir son image sur le plan international pour ne plus être ces pays essentiellement religieux qui se limitent, où les droits de l'homme sont bafoués, où tout le monde peut venir, attirer les touristes, tous les grands y sont allés. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification parce que les analyses géostratégiques peuvent toucher tous les domaines de la géographie, tous les domaines où les hommes s'organisent pour intervenir dans un espace. Donc nous avons bien expliqué l'espace et les enjeux géostratégiques qui se cachent derrière l'organisation de ces grandes messes sur le plan international pour l'Arabie Saoudite. L'issue importe peu, l'argent importe peu. Revenons maintenant à l'argent. Dans un combat comme celui-là, on a promis 10 millions de dollars à Francis Ngannou, alors que son adversaire, le blanc, lui, il avait 60 millions de dollars. Donc, faites la comparaison, il n'y a pas match. Donc, vous comprenez qu'on ne pourra jamais payer le noir à la hauteur du blanc. Donc, c'est pareil. Et retenez cette leçon que moi aussi j'ai retenue, même comme je suis un spécialiste de la géostratégie, de la géopolitique. J'ai retenu en classe terminale pour le cours de philosophie. Il vaut mieux changer ses idées que de vouloir changer l'ordre du monde. L'ordre du monde est ainsi fait. Donc, les Saoudiens ont compris que s'ils veulent aller sur le plan international, il faut qu'ils organisent des grands événements, qui frappent des grands coups comme ceux-là. Et voilà, cela aura un impact sur la scène internationale. Et c'est comme ça que s'organise donc le plan stratégique. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Et si vous avez des commentaires, laissez-nous des commentaires, on pourra tout revenir là-dessus, sur cette victoire de Francis, cette victoire volée de Francis Ngannou et les implications géopolitiques et à long terme, géostratégiques également. Faites attention, quand vous comprenez souvent certaines informations, nous sommes là pour nous aider à mieux comprendre. À bientôt.